Écoutez Isabelle Maréchal, c'est tendre l'oreille à de l'information juste, livrée avec une ouverture authentique. Isabelle Maréchal. Autre sujet qui a retenu mon attention et qui, je l'espère, va retenir la vôtre. On parle souvent de la DPJ, malheureusement, pour des raisons qu'on connaît bien. Là, c'est là aussi mauvaise gestion, là aussi omerta. Et vous savez qu'il y a eu le rapport Laurent il y a quelques années où, parmi les recommandations, on avait entre autres demandé un meilleur suivi concernant les enfants qui sont pris en charge par la DPJ et qui meurent alors qu'ils sont sur la responsabilité. Et malgré donc cette recommandation du rapport Laurent, il y a plusieurs établissements de santé au Québec qui sont incapables de dire combien d'enfants suivis par la DPJ sont décédés alors que la Direction de la protection de la jeunesse les avait sous son aile. Et depuis 5 ans, selon un dossier de la presse, on compterait au moins 69 décès recensés. Évidemment, le chiffre réel, il n'est pas clair. Le CIUS de l'Estrie, ainsi que ceux de la Mauricie, Centre du Québec, Gaspésie, Côte-Nord, il semble qu'il n'y ait pas de système efficace pour comptabiliser les décès de jeunes de la DPJ. Bon, il n'y a pas de... Soit qu'il y a absence carrément de dossier, soit il n'y a pas de recensement qui est fait, ou soit il faudrait le faire manuellement, mais là, on dit on n'a pas le temps, on manque de ressources. Voyez-vous, alors que si on regarde ailleurs, comme en Alberta, il y a des mécanismes assez rigoureux pour enquêter sur ces cas-là. C'est quand même pas rien. La DPJ gère des enfants, les prend sous son aile, elle a les jeunes sous sa responsabilité. Il y en a qui meurent. Ça peut être de toutes sortes de causes, là, mais on doit au moins être capable de dire pourquoi. L'avocate en droit de la famille, maître Andrea Popescu, est avec moi. Elle trouve assez anormal, d'ailleurs, ce que je viens de vous expliquer. Merci beaucoup d'être là, maître Popescu. Qu'est-ce que vous voulez nous dire ce matin à ce sujet-là? Je commence par dire que l'heure est grave. Oui. En protection de la jeunesse au Québec, l'heure est plus que grave. Nous avons donné la chance aux coureurs depuis plusieurs années pour les changements, l'amélioration du système. On voit par des cas qui sortent de plus en plus à travers les médias qu'en fait, rien ne s'améliore, au contraire. Moi, ce que j'ai vu le 21 février dernier passé, ça m'a beaucoup interpellée. En fin de semaine, chez nous, je me suis dit, est-ce que je prends position? Est-ce que je vais laisser les autres un peu analyser ces faits hautement troublants, excusez-moi, et... Parce que là, il y a au moins 69 jeunes exact. Qui sont morts alors qu'ils étaient gérés, entre guillemets, par la DPJ, mais la DPJ n'est pas capable de dire de quelle cause ils sont décédés. On ne sait pas trop, on n'a pas trop d'informations. Puis le 69, on n'est pas sûr, ça pourrait être plus, mais on ne sait pas. Je pense que ça va au-delà de là, savoir la cause. On doit se poser aussi la question pourquoi il y a cette opacité dans le système de la protection de la jeunesse. Ouais. Surtout qu'on a eu la commission Laurent, comme vous l'avez dit. Ouais. Les problèmes ne semblent pas se régler. Donc, moi, ça m'interpelle beaucoup. On parle de mort d'enfants. Je pense qu'il n'y a pas plus grave que ça dans notre société. Ouais. C'est effectivement assez, ça nous enlève les mots. Je disais que c'est un dossier de la presse, mais c'est Radio-Canada, en fait, qui, le 21 février dernier, vous le dites dans une lettre qui est publiée dans le Journal de Montréal aujourd'hui, vous dites que c'est à la suite, justement, d'un article qui disait que les CIS et les CIUS ignorent le nombre de décès d'enfants suivis par la DPJ. Vous, comme avocate en droit de la famille, quelles sont vos possibilités d'avoir plus d'informations sur ces enfants, par exemple? C'est extrêmement difficile et je fais aussi un peu de la en protection de la jeunesse. Je ne prends plus de nouveaux dossiers, mais j'en ai fait quelques-uns. C'est extrêmement difficile. Je vais employer le même terme, c'est opaque. Même les informations que nous faisons à travers les archives médicales, ça revient très caviardé. On doit se battre souvent avec la Commission d'accès à l'information pour obtenir au compte-gouttes certaines informations qui auraient dû être là dès le départ. Non, mais si vous me permettez,
tout ce qui entoure la commission d'accès à l'information, ça, c'est un autre beau dossier là, qu'il faudrait fouiller. Là. Nous, on vient de parler du fiasco de la SAC, mais c'est la même affaire que la DPJ. Là, on a fait une demande d'accès à l'information. Ma recherchiste Alice Fournier a fait une demande d'accès parce qu'on veut avoir certaines informations très précises. Elle a dû aller poster ça. Y aller à pied, hein, c'est bien ça, Alice? C'est ça. C'est quand même fascinant. C'est fascinant. C'est fascinant. Puis le problème dans tout ça, ce sont les lois qui habilitent ce genre de système. Ce sont les lois lacunaires d'accès à l'information, que ce soit les informations privées comme les informations publiques. Donc, oui, il y a énormément de manque de transparence en protection de la jeunesse. Nous sommes gagués. Ouais. Nous sommes... En tout cas, c'est... Il y a une omerta. Dans votre lettre, vous dites que c'est un système en crise depuis trop longtemps, depuis plusieurs années. Je vous cite, le système de protection de la jeunesse est en crise. Pourtant, il parvient à maintenir le statu quo en employant 2 stratégies qui lui permettent d'échapper à une réforme en profondeur. Vous dites, la première stratégie, c'est de justifier chaque scandale ou échec comme un cas isolé. Et là, vous parlez... entre autres, de la mort tragique du bébé Thomas Audet, qui avait 22 mois. Là, vous dites, c'était à cause d'un logiciel défaillant utilisé par la DPJ. Pour le scandale à Cité-des-Prairies, à Laval, on a invoqué, entre autres, qu'il s'agissait de jeunes intervenants avec peu d'expérience et manipulables par les contrevenants mineurs sur leur protection. C'est des stratégies pour vous? On est conscient? Vous pensez qu'ils sont conscients de ce qu'ils font, mais... Parce que le fait de dire que c'est une stratégie, ça veut dire qu'il y a une conscience. On est conscient de ce qu'on fait, mais on va mentir au public, puis on va dire, c'est pas notre faute, c'est le système. Comment je le vois, c'est que le scandale, il arrive. Et comment on transforme ça, c'est... On va trouver des circonstances atténuantes, on va trouver des justificatifs. Telle dame est partie en congé, l'information est mal passée. Telle autre dame, bon, elle a... mal agi, mais on l'a congédié. Et ça nous laisse l'impression, finalement, c'était juste un cas isolé, comme je le mentionne dans la lettre, mais 1 + 1 + 1, ça fait un problème de système, donc dans la structure elle-même du système de la protection de la jeunesse, qui est en lien avec la loi habilitante qui est hautement problématique, mais bon... Donc, mais vous avez tellement raison. Je lisais justement ces jours-ci, je pense que c'est dans un article de ma collègue Emmanuelle Latraverse, en fin de semaine, elle rappelait que le patron du CIS ou du SUS, on s'est mélangeant, là, qui gérait dans la foulée du scandale ce qui s'est passé avec Joyce Echaquan, cette autochtone qui est décédée finalement, là, après avoir subi du racisme à son endroit. Il a été remercié, mais on l'a déplacé. Et aujourd'hui, il serait consultant stratégique à Santé Québec. C'est le bout de tout, sincèrement. On se dit, mais voyons donc. Y a-t-il quelqu'un qui réfléchit? Là, je vous vois sourire, mais en même temps, on rit, mais c'est pas drôle tellement non, ça a juste c'est pas un de bon sourire sens. de joie, croyez-moi. C'est un sourire de frustration, puis j'essaie de... Et cynique, et c'est cynique. Ouais, je sais que vous pesez vos mots, là, je vous sens, mais là, vous dites dans votre lettre, la seconde stratégie, c'est de proposer des réformes de façade pour donner l'illusion du changement. Tout à fait. Mais vous avez tellement raison que c'est ça. C'est comme les enquêtes, là. Ou le changement de Mme Lemay par Mme Hill. Ouais. Nouvelle patronne. Ouais. Et j'aimerais juste abonder, même si probablement ça va mettre un peu dans le trouble, regardez Mme Gallo avec le scandale Cité des Prairies. Ouais. Où est-ce qu'elle est rendue maintenant? Où est-elle rendue? Vice-présidente protecteur du citoyen. Donc, on considère qu'elle a tellement fait un bon travail. Ça, c'est l'ancienne DG de Cité des Prairies à Laval? Oui. Où il y a eu le scandale des jeunes contrevenants qui avaient des rapports sexuels avec des intervenantes. Exactement. Donc elle a été déplacée puis elle est rendue... Donc, c'est ça. C'est un système où les gens... Mais on voit toutes les enlignées, là, je peux pas croire. Là, c'est comme... Plus tu es incompétent, puis mieux va être ta prochaine job au gouvernement. Il y a un article une lettre d'opinion fort intéressante faite par Jannick Véronon, je pense qu'elle a été publiée dans le journal Le Soleil, ouais. Qui parle de ce fait fort troublant aussi. Mais c'est ça, je pense que c'est un mode de fonctionnement dans notre société. Où, vous êtes avocate en droit de la famille, Maître Andrea Popescu. Avez-vous l'impression que vous êtes...
j'allais dire, bon, les mains et les pieds liés, c'est-à-dire incapables. Moi, parfois, j'ai cette impression, je vais vous avouer. Ma seule possibilité, c'est de gueuler parce que j'ai un micro puis que je peux publiquement me plaindre. Mais vous savez, ça vient, ça va. Hein? ça peut partir vite demain matin, on a déjà vécu ça. Mais je veux dire, sinon, mais j'imagine les citoyens qui sont sans voix. Comme vous, là, en ce moment, vous la prenez, la parole. Mais combien de gens voudraient aussi prendre parole, dire, témoigner, et n'ont pas ces moyens de le faire? C'est extrêmement frustrant. Quelles sont les possibilités qui s'offrent à vous pour faire en sorte que ça change? À part venir me parler quelques minutes en espérant que ça change. Mais là, bon. Mais moi, c'est pas la première intervention que je fais. Ouais. De plus en plus, j'essaie de prendre parole par conscience civique, par devoir moral. Ça ne fait pas grand-chose, mais je me dis, c'est mon petit apport à mon niveau. Comme je le disais dans ma lettre, je pense qu'en ce moment, c'est un devoir... en tant que citoyen de ce collectif que nous avons, on doit se mobiliser. On a trop fait confiance au législateur, on a trop fait confiance, on lui a confié trop de pouvoir. Ça ne fonctionne pas. Il y a des enfants qui continuent de souffrir, d'être abusés, qui ne sont pas bien protégés. C'est à nous, citoyens, par des moyens légaux, bien entendu. On doit se mobiliser pour mettre des moyens de pression. Ça nous prend une enquête nationale qui dépasse celle qui a été faite en 2019, je crois, la commission Laurent, avec d'autres angles, notamment la sécurité publique, faire un peu l'autopsie du mode de fonctionnement de la DPJ depuis tellement longtemps au Québec. Ça continue toujours. Et c'est à nous, citoyens, de mettre la pression, encore une fois, légale par le vote, sur nos élus. On est rendu là, on ne peut plus donner la chance aux coureurs. On nous a montré ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Ça n'avance pas et les enjeux sont graves et majeurs. Le problème, et vous avez raison, de ramener l'urgence d'une mobilisation citoyenne puis d'interpeller les citoyens. Mais vous savez, les citoyens, on le sait, sont occupés, ils travaillent, ils essayent de payer leurs comptes. Ils comptent un peu sur les gens pour qui ils votent tous les 4 ans pour faire en sorte de veiller au grain, de prendre les meilleures décisions possibles. Moi, je comprends ça. C'est pas tout le monde qui a une éducation politique non plus. On n'a qu'à voir ce qui se passe au Parti libéral, puis de voir les sondages, les gens qui sont prêts à donner un chèque en blanc à quelqu'un qui vient de débarquer, un ancien banquier qui peut bien dire ce qu'il veut parce que c'est devenu un concours de popularité. Je veux dire, c'est décourageant. Parfois, on se dit, voyons, les citoyens sont-ils habilités finalement à bien voter tous? Fait que oui, le citoyen peut intervenir un peu, exprimer une certaine colère, mais même ces moyens sont limités aussi. Puis quand vous dites, là, vous avez raison, il y a quand même une commission Laurent avec des recommandations. Le rapport a été... Moi, j'estime qu'il a été tabletté parce qu'on a peu mis en vigueur les recommandations du rapport Laurent. Êtes-vous d'accord? Alors, là, des choses très importantes qui ont été écartées. Une des premières recommandations, c'est de nommer un protecteur du jeune de la DPJ. Ça a été, je pense que c'est la première. Nommer quelqu'un qui est comme il est toujours pas nommé. Je pense que ça fait 3 ans, ce rapport-là. À un moment donné, voyons. Mais on va apprendre qu'il va être nommé puis qu'il va venir d'un autre fiasco. Enfin, là, vous dites, et je vous cite, vous dites, le placement à la DPJ demeure le service le plus utilisé en protection de la jeunesse au Québec. Un enfant sur 20 étant placé hors de son milieu familial. Ça entraîne forcément une surjudiciarisation des dossiers DPJ, un engorgement des tribunaux, une impossibilité pour les familles concernées d'obtenir justice dans des délais raisonnables. Cet état de fait confère à la DPJ un pouvoir immense, lui permettant de cristalliser des situations préjudiciables en toute impunité. Oui. C'est un résumé vraiment très succinct, mais tellement précis de ce qui se passe. Vous dites là-dedans, Mme Hill, hein, que j'ai eu à l'émission il y a quelque temps, Leslie Hills, beaucoup de gens qui remplaçaient la directrice nationale Catherine Lemay, qui avait vraiment pas fait une bonne job. Mme Hill arrive, on dit, renouveau, cette femme-là n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit elle-même, je vais nettoyer les toiles d'araignée. Mais vous doutez de sa capacité à bouger les colonnes du temple?
Moi, je suis venue ici, je ne vise personne en particulier aujourd'hui. Ce ne sont pas les individus, mais le système, l'organisation et la loi elle-même. Madame Hill, en tant que directrice nationale, ne pourra pas nécessairement réviser des dossiers. Mais qui va pouvoir le faire? Voilà. Ce sont les directeurs nationaux. Comment la loi elle est faite, les limites, etc., ça fait en sorte que finalement, moi, comment je vois, c'est comme Madame Lemay nous disait depuis tellement longtemps qu'il était en réflexion. Ouais. Ben, pendant sa réflexion, on vient d'apprendre en février 2025 par Radio-Canada qu'il y aurait eu 69 enfants minimum qui sont morts sous la gouverne de la DPJ, des services sociaux, pendant que Madame Lemay était en réflexion. Je ne sais pas. La loi elle-même doit être changée. C'est ce qu'on doit comprendre. Ce n'est pas, oui, je comprends le manque de personnel à la DPJ. Oui, je comprends le manque de formation peut-être. Oui, ce sont des excuses. Oui, on va donner plus de formation, on va faire ci, on va faire ça. Tant et si longtemps que la loi elle-même ne change pas, le système va pas changer. On va être dans la même problématique dans une quarantaine d'années. Mais est-ce qu'on a une idée vous disiez tout à l'heure, c'est pas tant la cause, mais je pense que la cause est importante. On veut juste savoir de quoi ils sont morts. Sont-ils morts en contention? Sont-ils morts? Oui, tout à fait. Non, sont-ils morts on sait qu'il y a des rapports sexuels. Il y a une intervenante qui est tombée enceinte à Laval, à Cité-des-Prairies. Y a-tu de la dope? Ça a l'air qu'il y en a qui font... Il y a des gens qui sont... Des jeunes contrevenants qui sont accusés de tentative de meurtre. On peut-tu savoir qu'est-ce qui s'est passé? S'il y a 70 jeunes environ qui sont morts sous gouverne de la DPJ, moi, comme citoyenne, je veux savoir de quoi ils sont morts. Peut-être qu'ils sont morts ils ont fait une crise d'épilepsie puis ils sont décédés, ça se peut, mais on devrait avoir cette information-là et elle devrait être publique. Puis ne serait-ce que pour les familles de ces jeunes-là, les familles ont-elles le droit de poser des questions? Ont-elles des réponses? Qu'est-ce qu'on leur dit? Savez-vous? J'abonde dans le même sens que vous. Et effectivement, la cause est importante. Et je vous laisse réfléchir là-dessus. C'est pas moi qui le dis en premier, mais il y a la violence institutionnelle dans les CR. Le nombre d'histoires de jeunes suicidaires, les jeunes qui n'en peuvent plus, il y en a pas mal au Québec. Donc, oui, effectivement, la cause, elle est importante, mais c'est aussi l'apparence du système. Comment le système fonctionne? Est-il transparent pour une cause tellement importante qui est la protection des plus vulnérables dans notre société? C'est ça les enjeux. Puis rapidement, parce que vous me demandez qu'est-ce que les citoyens peuvent faire, mais ce que je peux vous dire, c'est que vous, les médias, vous êtes un pilier dans nos démocraties. Mais il y a le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette. Moi, j'aime bien ce ministre-là. Il a l'air, on dit que c'est un ministre hyperactif, mais c'est un ministre au moins qui semble, quand il voit qu'il y a un problème, il semble vouloir le régler, souvent avec une loi, mais c'est, comme vous le dites, il faut changer les lois. Là, on apprend ce matin que les causes liées aux droits de la famille, donc les cas de violence conjugale, que autant les pensions alimentaires, que tout ça soit regroupé dans un tribunal unifié afin de diminuer les délais. Québec, je cite un article du Journal de Montréal là, de mon collègue Nicolas Lachance, Québec souhaite unir la Chambre de la jeunesse, la Cour supérieure, la Chambre criminelle et pénale afin que les dossiers en lien avec la sécurité des enfants soient tous au même endroit. C'est Simon Jolin Barrette là, qui a déposé, donc qui va déposer aujourd'hui même ce projet de loi. C'est une bonne nouvelle pour vous? On avance, c'est un pas de plus dans la bonne direction, vous trouvez? Il y a des avantages, des désavantages. Je vais me concentrer sur les avantages. Ça se passe dans d'autres provinces. Et effectivement, il y a une espèce de lobotomie entre la Cour du Québec, Cour supérieure, Cour du Québec, tribunal provincial, Cour supérieure, tribunal des droits communs au fédéral, où les informations ne passent pas. On ne sait pas nécessairement ce qui se passe d'un tribunal à l'autre. Donc, effectivement, pouvoir avoir une meilleure communication, c'est une excellente chose. C'est ce que j'ai à dire par rapport à cette nouvelle. Voilà. Je suggère à nos auditeurs d'aller lire l'entièreté de votre commentaire sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Merci beaucoup, Maître Andrea Propescu, avocate en droit de la famille. Merci d'avoir pris le temps de venir nous parler. On va suivre ce dossier-là, bien sûr. Il y a Juliette qui dit « Comment fait-on pour défendre des dossiers face à la DPJ sur les décès, par exemple, quand il n'y a vraiment aucune information. » Il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent, qui sont des proches de jeunes à la DPJ et qui se sentent vraiment impuissants. Je pense que c'est le mot qui ressort. Impuissance de tout le monde ici, dans ces dossiers-là. On s'arrête ici.